à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cette première conférence de la matinée. Donc, je m'appelle Delphine Moulu, je suis directrice générale et cofondatrice de Femtech France. Je vais vous présenter plus en détail Femtech France, mais d'abord, pour commencer, on va peut-être revenir sur la définition de ce terme Femtech, qui n'est pas du tout transparent. Donc, comme son nom ne l'indique pas, ce ne sont pas les femmes dans la tech, la Femtech. Ce sont toutes les innovations en santé des femmes. Donc vraiment, le terme Femtech fait référence à une industrie comme la EdTech, la Climate Tech, tout ce que vous pouvez connaître. Mais la Femtech, c'est spécifique aux innovations en santé des femmes. Et le terme innovation est important, ce n'est pas que des innovations technologiques. On va y revenir aussi. Ça peut être des innovations d'usage, des innovations de services. Donc nous, Femtech France, on est une association qui s'est lancée il y a 2 ans maintenant et dont le but est de développer ce secteur en France. Donc on s'est donné 3 missions. La première, c'est de catalyser l'innovation. On soutient des entrepreneurs comme les 3 que vous avez à côté de nous. Aujourd'hui, on a 80 startups Femtech qui font partie de notre collectif. Notre deuxième mission, c'est de fédérer l'écosystème autour de ces entrepreneurs, donc les industriels, les investisseurs, les professionnels de santé, comment créer plus de synergie. Et la troisième mission, c'est sur le financement, aider à financer ce secteur en France. Et ça va être aussi tout le sujet, du coup, aujourd'hui, de cette table ronde. Peut-être, pour commencer, je vais vous présenter, du coup, les 3 intervenants qui sont à côté de moi. Eva Lecoq, bonjour. Eva, tu es la cofondatrice et la présidente de Sova, une marque de compléments alimentaires pour les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. Et vous créez aussi beaucoup de contenu et d'éducation autour de ce sujet-là. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Cécile Réal, bonjour. Bonjour. Cécile, toi, tu as une double casquette. Tu es entrepreneur, cofondatrice d'Endodiag, donc sur le diagnostic de l'endométriose, et tu es aussi la présidente du fonds Meddevice Capital, qui investit du coup sur l'EDM et la santé numérique, si je ne dis pas de bêtises. Super. Parfait. Julien Payen, bonjour. Bonjour. Tu es le président et le cofondateur de Lattice Médical. Vous intervenez donc sur tout ce qui est plutôt, en ce moment en tout cas, le premier produit, une bioprothèse mammaire, donc sur la reconstruction de tissus mous qui ont été lésés après cancer. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais peut-être vous laisser vous présenter un petit peu plus vos entreprises pour commencer. Un à un, vous le ferez beaucoup mieux que moi. Eva, est-ce que tu veux commencer ? Oui, alors déjà, merci Delphine pour l'invitation et merci à tous d'être là aujourd'hui. Pour présenter Sova rapidement, Sova, c'est une marque qui s'est donnée comme mission d'améliorer le bien-être des femmes concernées par le syndrome des ovaires polykystiques. Alors rapidement, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un dérèglement hormonal qui touche une femme sur 7 en France et qui va causer une multitude de symptômes. Parmi les plus connus, on a l'infertilité, l'absence de règles, les symptômes d'hyperandrogénie, acné, pilosité, chute de cheveux, et encore les symptômes du syndrome métabolique, donc prise de poids inexpliquée, difficulté à perdre du poids, et sur le long terme, ça peut évoluer vers du diabète. Donc voilà un petit peu pour le SOPK. Donc nous, on est 2 personnes, donc moi et ma sœur, on a cofondé Sova, on a été concernés par le SOPK, et on a vu qu'il y avait un manque aujourd'hui en France sur pas les solutions alternatives, parce qu'on ne se veut pas être une alternative à la médecine, on se veut venir en complémentarité, mais il manquait des solutions, il manquait de l'information pour mieux vivre au quotidien avec ce syndrome. Donc nous, on a décidé de lancer Sova en 2021 et on a eu 1 an de R&D. Et donc après, on a lancé nos compléments en 2022 via une campagne Ulule. Et je ne sais pas si tu veux que tout de suite j'aille sur le financement. Peut-être pas encore. On va garder ça pour après. Merci Eva. Cécile ? Bonjour tout le monde. D'abord, effectivement, ravi d'être là et de pouvoir parler de la Femtech à Big. C'est quand même intéressant et important. Donc effectivement, moi je dirige une société qui s'appelle Endodiag, qu'on a créée il y a un peu plus de 10 ans, qui travaille sur l'endométriose. Quand on a commencé, personne ne savait ce que c'était que l'endométriose. On nous disait l'endo quoi. Donc il y a une première étape, on va dire, dans la vie du projet, d'essayer de faire connaître un petit peu cette pathologie et faire comprendre cette pathologie. C'est une maladie qui touche une femme sur 10 avec des conséquences assez importantes sur leur parcours de vie et leur santé, à la fois en termes de douleur et d'infertilité. Et donc nous, on a créé cette société pour essayer d'améliorer le parcours diagnostique des femmes atteintes de cette pathologie. Aujourd'hui encore, le retard moyen est de 8 ans sur le diagnostic de l'endométriose. Et donc nous, on travaille à la fois sur le développement de solutions biologiques, donc sur des tests non invasifs de diagnostic de la pathologie, et d'autre part sur des solutions plutôt digitales numériques d'accompagnement de ce parcours de diagnostic.
Donc ça, c'est la première moitié, effectivement, de ma vie de dirigeant. Et l'autre, c'est je dirige en parallèle un fonds qui s'appelle Medivice Capital, qu'on a créé il y a un peu plus de 10 ans, qui est un fonds créé par des entrepreneurs. On vient tous du domaine effectivement, du dispositif médical, et on a participé à la création et au développement et à la cession de nos sociétés précédentes. Et on a souhaité créer ce fonds pour investir exclusivement dans le dispositif médical et la santé digitale en France. Et on accompagne des projets dans lesquels on peut amener autre chose que du financement, mais dans lesquels on va partager effectivement nos expériences de développement aux différentes étapes. Elles sont de plus en plus compliquées quand même, hein, dans le DM, que ce soit sur la R&D, la clinique, le réglementaire, le market access, tous ces sujets-là. Et l'idée, c'est de pouvoir consolider et faire de la cross-fertilisation entre les différentes sociétés dans lesquelles on investit. Et effectivement, on investit aussi dans des projets spécifiques santé de la femme ces derniers temps, en plus de Endodiag, qui était aussi un des premiers projets d'investissement du fonds. Super. Et on pourra y revenir. Tu pourras nous en dire plus là-dessus un petit peu plus tard. Tout à fait. Julien, bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Merci Delphine pour l'organisation. Merci Virginie et aux équipes de BPI France pour mettre en avant la Femtech. L'atis médical, en quelques mots, on développe une alternative aux implants et aux techniques autologues dans la reconstruction mammaire. Donc on a développé un implant qui s'appelle Matisse, qui a la capacité de régénérer du tissu autologue adipeux et de se résorber. C'est né d'une rencontre il y a une dizaine d'années entre deux médecins, un chirurgien et moi-même. Et on est parti de cette idée folle. On a créé la boîte il y a 7 ans. Aujourd'hui, on est 25 collaborateurs. Et c'est du dispositif médical, c'est de l'implant, donc c'est long, douloureux, cher, etc. Mais on est très très content d'en être arrivé où on en est aujourd'hui, puisqu'on est en phase clinique, on a déjà passé des étapes intéressantes. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? On développe d'autres produits également, toujours dans la cancérologie, et pour réparer les tissus, dans la peau notamment, notre deuxième produit. Voilà. Super, merci beaucoup. On va rentrer du coup dans le vif du sujet pour parler justement de cette thématique que sont les financements. On va d'abord donc du coup avoir une discussion avec nos 3 intervenants et ensuite on ouvrira bien sûr aux questions. Donc n'hésitez pas, si vous en avez, à les noter dans un coin, on les prendra un tout petit peu plus tard. Donc le financement. Eva, toi pour Sova, vous n'avez jamais levé de fonds. L'entreprise est 100% autofinancée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le pourquoi et comment ? Alors pourquoi, en fait, quand on s'est posé la question de financer Sova, tout simplement, il fallait s'interroger sur le business model de Sova. Et aujourd'hui, le business model, c'est principalement la vente de compléments alimentaires. Et on voulait passer par le canal e-commerce pour commencer. Et en fait, ce business model, c'est simple. Quelqu'un achète sur notre site internet et on reçoit l'argent quasiment immédiatement. Le seul souci qu'on avait au début, en effet, c'était qu'il fallait développer ces compléments alimentaires. Et ça prend environ en France 1 an aujourd'hui pour développer une formule de complément alimentaire. L'avantage, c'est que la R&D, par rapport, je pense, à Julien, par exemple, spoiler, est beaucoup moins longue, en fait. La R&D d'un complément alimentaire, c'est un travail d'échange avec le laboratoire, avec quelques experts, mais qui, au début, peuvent vous aider gratuitement. Donc, il n'y avait pas forcément ce besoin en financement. Quand on a fait nos calculs, le besoin en financement, il était d'à peu près 20 000 €. Donc, ce qui n'était pas non plus, pour lancer une entreprise et avoir une première production qu'on peut vendre, il n'était pas colossal. Donc, on a pris nos petites économies. On a fait environ 10 000 €. On avait à peu près 10 000 € d'économies pour lancer l'entreprise. Et puis après, on s'est lancé, on a décidé de passer par une campagne Ulule, et c'est-à-dire faire confiance à notre communauté et au marché pour financer cette première production. Et donc en fait, on a tout simplement eu cette année de R&D, et après on a décidé de lancer notre campagne Ulule. La chance qu'on avait, et c'est un peu notre différence, et je pense qu'il nous a permis de nous financer assez simplement, c'est qu'on a créé une communauté en amont sur les réseaux sociaux. On a créé une communauté dès les premiers mois de l'entreprise, ce qui fait qu'on a commencé à réunir beaucoup de femmes autour du SOPK. Et au moment de lancer notre campagne Ulule, ça a été plutôt simple, puisque au final, on avait déjà tous nos prospects et ils nous ont fait confiance. Ils ont acheté les compléments en précommande via notre campagne Ulule. Et en fait, on a réussi à financer cette première production
de quasiment 18 000 euros. Donc c'était les 10 000 euros qu'on avait de notre côté, puis 18 000 euros de campagne Ulule. Donc pour le début, c'était plutôt assez simple. On avait notre première production de financer. Il nous restait un stock qu'on a ensuite pu vendre en ligne via notre site internet qui nous a coûté, je crois, 400 euros à développer. Donc tout a commencé comme ça. En fait, c'était vraiment, on a utilisé tous les leviers marketing possibles qui étaient gratuits. C'est-à-dire qu'Instagram, TikTok aujourd'hui c'est gratuit. À l'époque, faire une petite danse sur TikTok, ça coûtait pas très cher et ça pouvait rapporter beaucoup d'abonnés et de vues. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc, c'est-à-dire sans besoin particulier. Donc, c'est vrai que les 10 000 euros qu'on a apportés avec ma sœur, il faut les avoir. Il faut avoir eu l'occasion de pouvoir travailler et mettre de côté avant. Il y a aussi d'autres aides qui existent beaucoup aujourd'hui, Réseau Entreprendre, les prêts. Il y a des prêts à taux zéro, etc. Nous, on les a pas fait. On a vraiment utilisé nos sous et on a fait confiance à notre communauté pour se lancer. Donc voilà, sur la partie financement, pour la suite, je pense qu'on en parlera après. Merci beaucoup. Donc créer cette communauté bien en amont, avoir une communauté hyper engagée, un apport personnel et puis une campagne de crowdfunding. C'est ça, auprès de cette précommande. Ouais. Ok, très clair, merci. Cécile, toi peut-être pour Endodiag, comment ça s'est passé? J'imagine c'était assez différent. Je danse pas assez bien pour TikTok, donc on n'a pas pu se financer comme ça. Non, on est sur un projet effectivement qui est relativement compliqué. On s'adresse à une pathologie compliquée. Les temps de développement sont longs, plus longs que ce qu'on avait imaginé au départ, clairement. Nous, on a effectivement du coup dès le début. Alors, on a fait des prêts d'honneur pour le tout début et les premiers mois. De démarrage de la société. On a eu la chance d'avoir le concours iLab qui nous a clairement aidé dans le démarrage. Et puis ensuite, on a fait une première levée de fonds, donc de seed pour développer les premières phases du projet. 1 an après la création. Et puis, on a eu surtout besoin de fonds significativement supérieurs. Donc, on a fait une levée de 4 millions au bout de 2 ans et demi, 3 ans plus tard. Avec des investisseurs VC institutionnels. On a choisi on a eu la chance de pouvoir choisir et on a choisi des fonds notamment plutôt bancaires qui étaient capables de nous accompagner sur le long terme puisqu'on savait que ça allait potentiellement être un projet de longue haleine. Donc on a fait cette levée de fonds. On a eu la chance d'avoir on a eu la chance et on a pas mal travaillé pour essayer d'avoir un soutien BPI bien sûr, mais aussi un soutien au niveau de l'Europe. Il y a eu ça a pris plusieurs années pour avoir ce soutien-là parce que personne connaissait l'endométriose. C'était pas une case à cocher dans les appels à projets à l'époque. C'était une subvention? C'était quoi au niveau de l'Europe? Oui, tout à fait. C'était les projets H2020 SMI Instruments. Donc on a eu la chance d'avoir un financement de 4 millions de l'Europe qui nous a permis de faire une étude clinique beaucoup plus ambitieuse que ce qu'on avait imaginé au départ. On avait gagné, à l'époque, il y avait le concours mondial d'innovation qu'on avait gagné en même temps et qui nous ont vraiment permis de nous développer. Plus récemment, on a plutôt cherché à faire des partenariats industriels, donc sur la suite du financement en attendant d'arriver sur le marché. Donc c'est une autre source de financement qui peut, selon les typologies de projets, je pense être aussi un axe assez important et qui permet aussi de s'exposer aux exigences d'industriels plus gros qui ont plus l'habitude d'être sur le marché et plus d'expérience de positionnement sur le marché. Donc c'est aussi pour moi dans une suite de financement une piste intéressante. Ouais. Et hyper complémentaire, c'est intéressant et pour eux et pour vous de nouer ce type de partenariat avec des industriels. Oui, tout à fait. Merci. Julien, pour Lattice Médicale, comment ça s'est passé? Alors, juste avant de démarrer pour Lattice, je voulais juste revenir sur ce qu'Eva racontait. Mon sentiment, c'est que quand on peut, c'est ça qu'il faut faire. On en parlait juste. On en parlait juste avant d'afficher tout le temps les montants de levée de fonds, c'est très bien, c'est un accomplissement, mais une entreprise, c'est du chiffre d'affaires, c'est de la rentabilité, c'est ça qu'on cherche, quoi. Donc, on peut avoir des projets très technologiques, etc., mais l'aboutissement, c'est quand même ça. Donc maintenant, si je reviens sur Lattice, un parcours assez similaire avec Endodiag, on a la chance en France quand même, quand vous cochez la case entreprise technologique où il y a de la recherche, etc.,
On a commencé un peu comme tout le monde au début avec des fonds propres personnels, des prêts d'honneur, enfin les trucs qui existent en région, réseau entreprendre, etc. Derrière, quand vous avez une première preuve de concept, on l'a amené devant des investisseurs et ça s'est goupillé avec iLab. C'est-à-dire, sur notre première levée de fonds, on a eu du seed et en face l'iLab. Donc ça aussi, ce système où on a de l'equity et il y a une intervention finalement en fonds propres, soit bancaire, soit en aide publique, ça structure vachement plus le financement. Donc je le rappelle, nous, c'est un implant, c'est dans le cancer du sein. On a peut-être eu la difficulté, c'est que le comparateur, c'est l'implant silicone. Pour ceux qui connaissent, il y a eu PIP en France il y a 15 ans. Ça a laissé quand même énormément de traces. C'est aussi une des raisons du nouveau règlement européen. Julien, est-ce que tu peux peut-être expliquer en 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, PIP, c'était une entreprise française qui fabriquait des implants silicone, donc qui étaient utilisés en grande partie dans la chirurgie esthétique, mais aussi en reconstruction mammaire. Et il y a eu un défaut sur un produit, il y a eu une enquête, et en fait, les dirigeants avaient triché sur les biomatériaux silicone qui composaient le produit. L'État français a payé 400 000 explantations du produit dans le monde. 400 000, c'est 2 000 euros l'explantation, donc je vous laisse imaginer le coût de ça. Ça a fait évoluer le règlement. Donc, nous, on amène une solution, une alternative aux implants silicone, mais quand vous discutez avec un investisseur, il a aussi ça en tête. Il dit, oh là, implant silicone, c'est compliqué, c'est chaud, c'est dur. Il y a déjà eu toute cette affaire-là. Si vous refaites la même chose, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ça, c'était un sentiment pas évident. On a vachement changé d'ailleurs notre fusil d'épaule après ça et nos comparateurs, ne pas focaliser que sur le silicone. Donc je ne critique plus forcément le silicone. Voilà, j'ai arrêté. Et voilà, donc on a fait cette première phase de financement. Ça nous a amené en fait le développement de ce qu'on appelle dans le jargon le préclinique. Donc c'est tous les essais en laboratoire, in vitro, in vivo, qui permettent d'accéder aux cliniques. On a aussi structuré un pilote industriel pour pouvoir produire le produit, parce qu'on produit nous-mêmes le produit. Et on a fait une deuxième levée de fonds qui a été concomitante, comme Cécile finalement, avec un concours européen qui est l'EIC. Donc, qui nous a permis d'aller chercher 8 millions à cette époque-là. Et donc ça a permis de structurer un essai clinique qui est en cours de développement. Voilà. Merci. Donc fonds privés, fonds publics, français et européens pour permettre de développer l'entreprise. Merci beaucoup. Est-ce qu'en régie, on peut afficher, s'il vous plaît, une petite slide ? Je voulais vous montrer la cartographie 2024. Donc nous, chaque année, Femtech France, on crée en fait cette cartographie que l'on met à jour pour montrer le panorama des startups Femtech françaises. Donc vous voyez, on en avait 140 l'année dernière, et je voulais aussi vous la montrer pour que vous puissiez voir la richesse et la diversité de cette industrie. Donc on le voit un petit peu à travers nos intervenants aujourd'hui, mais on a beaucoup de thématiques différentes qui sont représentées. Il y en a qui sont beaucoup plus développées que d'autres, comme vous pouvez le voir sur la contraception ou les maladies cardiovasculaires. Il y a très peu de startups Femtech françaises aujourd'hui. Et si on passe à la slide suivante, on peut donc, en France, on est assez bon sur... pardon, c'est moi qui dois passer sur la slide suivante. Excusez-moi. Oui, c'est ça. On est bon en France sur la création de start-up. Donc 140, en fait, ça nous amène au 3e rang mondial. Les premiers, ce sont les États-Unis, mais comme sur tous les secteurs, ils ont toujours un train d'avance. Et ensuite, on a le Royaume-Uni, où le secteur de la Femtech est bien développé aussi. Il n'y a pas encore de licorne Femtech britannique, mais il y a des fonds d'investissement qui sont dédiés à ce secteur. Et donc nous, on est en 3e position sur la création d'entreprises. En revanche, on dégringole à la 7e sur le financement. Donc on crée plein de startups, mais il y en a beaucoup qui mettent la clé sous la porte parce qu'elles n'arrivent pas à se financer aujourd'hui en France. Et c'est ce dont j'aimerais qu'on parle maintenant avec nos 3 intervenants. Peut-être avec toi, Cécile, pour commencer avec ta casquette investisseur. Quelles sont les hypothèses pour toi, comment on peut expliquer ce manque de financement de la Femtech en France ? Est-ce que vous recevez beaucoup de dossiers ? Peut-être quelles sont celles que vous avez financées et qu'est-ce que vous cherchez quand vous recevez ces dossiers ? Alors, je pense qu'il y a un premier sujet qui est la définition de la Femtech. Tu en as parlé au début, on en parlait juste avant. La semaine dernière, j'avais une journaliste qui m'a dit « Ah, la Femtech, c'est les gadgets, là, c'est ça ?» pour les femmes. Donc, on a vraiment, je pense, un
un travail d'éducation et d'explication de ce qu'on entend par la Femtech. Et du coup, je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup de projets très très variés et un petit peu fourre-tout qui a peut-être collé une image qui est pas très... Enfin, c'est pas très positive, mais floue, et qui fait que pour certains investisseurs, c'est un petit peu compliqué de taguer. Est-ce que c'est des fonds digitaux? Est-ce que c'est des projets digitaux? Est-ce que c'est des projets santé? Et du coup, comme les fonds sont quand même souvent organisés par verticale, c'est pas évident de faire l'adressage en fait du projet en fonction de l'investisseur. Donc je pense qu'il y a une première raison peut-être qui est liée à ce panier, et c'est important qu'on définisse un peu mieux et que les porteurs de projets présentent clairement leur projet aussi quand ils vont en parler, et pas forcément que sous cette casquette Femtech. J'ai entendu FemHealth il y a une semaine comme nouveau terme pour essayer aux États-Unis notamment. Ouais, tout à fait. Et Women Health, c'est vrai qu'on on se reconnaît plus dans la Women Health. C'est un premier point, mais je pense que ça a effectivement pas aidé en France, parce que ce problème de financement, alors c'est pas magique aux États-Unis non plus, hein, pour discuter avec pas mal de sociétés là-bas, le financement en ce moment est pas super simple, donc il y a un élément contextuel, mais j'ai l'impression qu'il se fait quand même un peu plus et qu'il y a moins cette image peut-être un peu négative ou un peu faible en tant que industrie et secteur. Après, nous, ce qu'on va chercher dans les projets, on va pas forcément regarder un projet Women Health différemment d'un autre projet. C'est-à-dire qu'on va attendre un petit peu les mêmes critères, l'équipe, le marché, le plan de développement, les moyens nécessaires, le besoin du marché. Ça reste un point pour moi très important, où on a souvent effectivement, alors peut-être plus dans la santé de la femme, des fondateurs passionnés parce que touchés par le sujet plus. Oui, c'est souvent des fondatrices et des patientes. Exactement. Mais ça n'empêche pas de devoir faire le travail normal d'un projet, et ça ne suffit pas en fait d'être. La cause ne suffit pas. Derrière, c'est un projet d'entreprise. Il y a des règles de financement. Il y a des logiques malgré tout de marché, et il faut que la solution développée à la fin, même s'il y a une patiente, elle doit avoir un modèle économique, et effectivement le meilleur argent c'est celui du client, même si le client c'est la sécurité sociale ou le patient. À mon avis, ça reste la bonne façon d'aborder les projets, et ça effectivement c'est je pense vraiment un conseil, il faut le présenter comme un projet d'investissement normal. Et est-ce que tu peux nous parler d'une start-up Femtech dans laquelle vous avez investi avec Meddevice? Oui, tout à fait. Alors, on a investi il y a un peu plus d'1 an dans une société qui s'appelle Imagina, qui développe un dispositif d'assouplissement du périnée et de préparation à l'accouchement, qui est un projet typiquement santé de la femme autour de la grossesse, mais qui est un projet effectivement qui est un projet de dispositif médical. On a un essai clinique en cours qui sera positionné comme Alors effectivement, nous on investit dans des projets qui sont destinés, qui sont en tout cas recommandés par les professionnels de santé. On est moins en B2C, mais en B2B, dans les modèles de société qu'on finance. Et c'est une société, effectivement, dont c'est un dispositif qui a vocation à avoir un remboursement sécurité sociale et à être rentré dans le parcours de soins classique, on va dire, du dispositif médical. Très clair, merci beaucoup. Eva, donc toi, on a dit effectivement que vous n'avez pas levé, mais vous êtes quand même allé voir des banques à un certain moment de votre développement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu le sentiment que le fait de travailler sur la santé des femmes avait pu peser? Alors en fait, je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit Cécile, c'est que en effet, quand on a commencé, donc on disait tout à l'heure, c'est intéressant d'être rentable. On aurait pu aller faire des prêts, et je pense qu'on aurait dû aller faire des prêts un peu plus tôt, notamment via Réseau Entreprendre, etc. La vérité, c'est qu'il y avait un peu une histoire de flemmardise, parce que c'était très opaque, on ne comprenait pas. Quand on appelait, on nous disait parfois « non, vous êtes trop jeune ». Après, on nous disait « non, vous êtes déjà trop gros ». Donc il y a un peu ce problème, je trouve, de financement en France, où on ne sait pas à l'instant T de notre entreprise à quoi on a le droit. Donc heureusement, d'ailleurs, il existe des partenaires pour ça. Je pourrais citer, nous on est passé par 3i Financement, donc le but c'est pas de leur faire de la pub, mais ça nous a simplifié beaucoup de choses, parce que eux ils savent en fonction de à quel moment où vous êtes, à quelle aide, à quelle subvention vous pouvez prétendre, ils vont vous aider à préparer les dossiers, etc. Et ça nous a libéré une charge mentale, parce que très honnêtement,
Nous, on était rentable, on n'était pas dans l'urgence. Et même si on l'avait été, je trouve que passer beaucoup de temps sur ce sujet, c'est très énergivore. Et parfois, on oublie de se concentrer sur l'essentiel, c'est notre produit et le vendre à notre client. Et ça, c'est l'erreur, je dirais, qu'on n'a pas faite, même si je pense qu'on a été chercher des fonds un peu trop tard. Parce que, en tant qu'entreprise e-commerce, on doit acheter notre stock. Et donc, on a un sujet de BFR, donc de besoin en fonds de roulement. Et là-dessus, on n'a pas été bonne, ce qui fait qu'on a dû régulièrement subir des ruptures de stock, passer par des précommandes, etc. Mais sur le sujet des banques, en effet, on a d'abord, dans un premier temps, essayé d'aller les voir nous-mêmes. Donc, on a été voir les banques. Nous, on est rouennaises, donc rue Jeanne d'Arc, à Rouen. Il y a une énorme rue avec toutes les banques. On a été voir tout le monde et on a parlé à plein de banquiers. Ils étaient tous très intéressés. Ils trouvaient l'histoire bonne, mais on était encore jeunes et eux, ce qui leur intéressait, c'était le business model et la rentabilité du projet. Et on n'avait pas vraiment un exercice complet, puisqu'en effet, on avait subi pas mal de ruptures de stock. Ce qui fait que, en fait, ils n'étaient pas trop intéressés. Alors, ils trouvaient l'idée et le concept génial. On va aider les femmes, c'est super, c'est tendance. Mais derrière, il n'y avait pas un intérêt qui fait qu'ils allaient vraiment se poser sur le business model. On ne sentait pas l'énergie de je crois en votre projet, je vais vous le financer. Alors on a attendu un petit peu et on s'est débrouillé, donc on est passé par de la précommande, donc on a fait des sous-sous et on est revenu 1 an plus tard et on avait déjà des sous-sous et alors là ils étaient super intéressés, il n'y avait plus de soucis, c'est génial ce que vous faites, de combien avez-vous besoin, donc voilà, je pense que nous dans notre cas ça a été très simple à partir du moment où on a prouvé que le business model était bon. Donc c'est vraiment le point, c'est que on a une super marque, on a un super projet, on a une histoire, on est passionné, on va aider les femmes, on a une mission. Mais surtout, est-ce que vous êtes rentable? Est-ce que votre business model il est bon? Oui, regardez, monsieur, notre structure de coûts, il y a logistique, il y a marge, il y a machin. Et là, ils avaient tous les chiffres, ça leur a plu. Et après, on pouvait demander pas ce qu'on voulait, mais disons qu'ils ont été plutôt très sympas sur ce qu'ils ont pu nous prêter. Mais je pense qu'on a fait nos preuves en amont, quoi. C'est ça qui a changé les choses. Tu veux rebondir, Cécile? Ouais, il y avait peut-être un commentaire complémentaire sur peut-être pourquoi c'est difficile. Il y a un premier sujet, je pense, ça revient à ce que je disais, c'est faites votre homework, comme disent les Anglais, c'est-à-dire que le côté on va sauver les femmes ne suffit pas. Et il y a un deuxième côté, et vous l'avez très bien fait, mais je pense qu'il est important sur ces projets, c'est qu'on s'adresse à des pathologies. Alors maintenant, on connaît peut-être les noms au niveau du grand public. Alors SOPK, personne ne connaissait. Voilà, mais endométriose non plus à l'époque. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut expliquer autant le diabète, la prothèse de hanche, tout le monde connaît, tous les investisseurs connaissent, autant ces pathologies féminines ne sont pas connues, parfois encore tabous. Et en fait, il y a un vrai besoin de voir de awareness et de sensibilisation à faire. Et c'est vrai qu'il faut à la fois, dans un temps qui reste le même, expliquer la maladie ou la pathologie à laquelle on va s'adresser et son projet d'entreprise. Et comme on part de zéro, le temps nécessaire à présenter la pathologie et le problème va prendre aussi un petit peu de temps sur le temps nécessaire à présenter le projet. Et je pense que c'est extrêmement important de travailler avec des chiffres et pas uniquement avec effectivement une expérience ou un parcours patient, mais vraiment avec des chiffres, combien de femmes touchées, les conséquences. Et ça, c'est extrêmement important dans les recherches de fonds et dans les présentations des projets, que ce soit les banquiers ou BPI ou des investisseurs. C'est être très rationnel, mettre des chiffres en face, effectivement. Ouais, et il y a aussi un autre point que je pourrais ajouter, c'est le sujet des compléments alimentaires. Aujourd'hui, personne ne comprend qui peut déposer un complément alimentaire, quelle est la législation des compléments alimentaires. Est-ce qu'on a le droit, en tant que personne qui n'est pas du tout médecin, de développer des compléments alimentaires? Est-ce qu'on ne doit pas obligatoirement avoir un pharmacien? Enfin, tout ça, ils ne comprenaient pas que nous, en tant que 2 patientes expertes, on avait juste eu à s'accompagner de personnes pour développer une formule et qu'après, on pouvait tout faire via un laboratoire. Ça leur paraissait trop simple, presque. Trop simple pour être vrai. Et donc, il y avait un peu ce problème de confiance par rapport au secteur dans lequel on était, qui est les compléments alimentaires. Ils savaient que c'était un marché plutôt porteurs, mais pour eux c'était très opaque, donc c'est clair qu'il faut arriver avec les bons mots, savoir expliquer son marché, la pathologie. Il y avait beaucoup de choses à faire et c'est là où nous on a vu une vraie différence quand on s'est accompagné, quand on s'est fait accompagner par un cabinet en financement. C'est que eux ils savaient comment parler aux banquiers, ils savaient comment parler aux organismes de subvention, ils savaient quoi mettre en avant et ça nous a fait gagner un temps et une charge mentale folle. Et je pense que si c'était à refaire, on irait
à les contacter dès le début, parce qu'on n'aurait pas eu du coup toutes ces histoires de problèmes de BFR, de précommande qui nous ont pas mis en péril, parce qu'on avait de l'argent, mais c'était juste à chaque fois des soucis de délai. Mais je pense qu'on aurait pu aller plus vite si on s'était fait accompagner dès le début sur le sujet du financement. Très clair, merci. Julien, peut-être toi, ton expérience, comment ça s'est passé donc, pour se financer sur ce marché de la Femtech ? Ouais, pour presque même revenir sur la question, les difficultés, je vois le graphique, la 7e, je suis assez en phase avec ce qu'a dit Cécile. Le terme Femtech, il englobe en fait beaucoup de choses, mais quand je vois le tableau là, moi les Américains, la définition Women's Health, c'est parfait en fait, ça se comprend mieux. Parce que sinon, effectivement, le risque, c'est de s'éparpiller sur plein de produits qui peut-être des fois peuvent entacher l'image. Et ça, voilà. Par contre, ce que j'ai aussi vu de points positifs, c'est que régulièrement, on fait quand même la tournée des popotes dans les fonds d'investissement. Ceux qui ont réussi à relever des fonds récemment, sur les 3 dernières années, il y a beaucoup de digital health tout le temps, mais il y a women's health aussi dans les critères d'investissement. Donc ça, c'est assez nouveau. Une autre raison aussi, mais c'est plus un ressenti personnel, voilà. Donc je ne vais pas en faire quelque chose de sûr. Quand vous allez voir des équipes d'investisseurs, il y a quand même beaucoup d'hommes chez les fonds d'investissement. Vous parlez de la reconstruction mammaire, cancer du sein. Alors, ça parle évidemment, c'est une femme sur 8 qui est touchée dans le monde, donc il y a forcément une sœur, une femme, une amie, etc. Mais c'est pas l'homme, l'homme le vit pas sur son corps à lui. Et donc il y a moins de considération. Et ça, j'ai vraiment senti dans la marque d'intérêt du projet auprès d'un fonds d'investissement, quand vous avez des analyses, des partenaires qui sont du sexe féminin, ça marche beaucoup mieux, ça comprend beaucoup mieux le sujet. Voilà, et ça, il y a de l'effort aussi là-dessus. Je pense maintenant, depuis quelques années, les équipes se féminisent de plus en plus. Après, ça va être le secteur en lui-même. Moi, je trouve qu'il est plutôt en bonne perspective parce qu'il est identifié. Vraiment, aujourd'hui, c'est identifié. Ça me fait aussi penser des fois inversement, il y a 10 ans, quand on commence à faire de la cosmétique pour hommes, on commence à faire de la santé pour les femmes. Et c'est plutôt une bonne chose. Et en plus, ça crée des opportunités business. Donc ça c'est bien. Donc je dirais que nous, notre parcours, finalement, ça reste un projet de dispositifs médicaux. Donc le fonds d'investissement, il regarde la qualité du produit, les brevets, l'équipe évidemment, la technologie, qu'est-ce que ça a apporté, les résultats. Enfin, ça reste quand même très scientifique pour notre côté. Et derrière, le business plan, en fait, c'est quoi le go-to-market, à qui ça va s'adresser, quelle stratégie, quelles indications thérapeutiques. Et voilà, tu as dit, il faut faire son homework, mais le job, il faut le faire à fond, quoi, vraiment. Et en fait, voilà, nous, on est contraints par une réglementation. Et heureusement aussi, on n'irait pas aller vendre ça tout de suite directement, heureusement. Donc comme on ne peut pas vendre, l'énergie, elle est quand même aussi déployée à aller chercher cet argent. Par contre, il ne faut pas se tromper. À partir du moment où on a l'autorisation de vente, l'énergie, il faut la mettre sur la vente et plus sur aller chercher des fonds. Voilà, j'insiste encore là-dessus, mais je trouve qu'il y a malheureusement des fois des exemples de beaucoup d'argent levé pour un chiffre d'affaires d'une boulangerie. C'est hard, quoi. C'est hard. Donc il ne faut pas se tromper. Je trouve que l'énergie, après, derrière, quand on a ces autorisations, faut la mener là-dessus. Si ça ne marche pas, il faut se questionner. Est-ce que c'était le bon business model ? Est-ce que le produit fonctionnerait ou pas ? Mais ça, il y a plein déjà d'indicateurs en amont. Savoir si un produit va rencontrer un succès, il suffit de rencontrer des praticiens, des patientes. Moi, je me souviens sur le développement de Matisse, évidemment, c'est né au départ de praticiens hospitaliers, donc des chirurgiens, des médecins. Mais très vite, on a fait des groupes patientes. Voilà ce qu'on fait. Des femmes qui ont eu des implants, des femmes qui ont eu des chirurgies otologues, et on essaie de comprendre un peu ce qu'elles ont vécu et de leur présenter le produit. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous accepteriez d'avoir dans votre corps ce produit-là ? C'est hyper important, et ça permet déjà de jauger un petit peu votre marché, parce que effectivement, l'hôpital l'achète, le prescripteur c'est le praticien, mais c'est la patiente qui le reçoit, et tout ça c'est une implication globale là-dedans. Et puis il y a la Sécu aussi, et les remboursements complexes. Ça
fait bien le lien, justement. Je voulais qu'on parle des modèles économiques et de la particularité en France. On a un beau système de sécurité sociale, mais qui fait que c'est assez difficile de lancer des boîtes en santé en France, sans même parler de la santé des femmes, mais santé de manière générale. On connaît peu de success stories de start-up santé health tech françaises. Cécile, peut-être pour commencer avec toi, qu'est-ce que tu vois est-ce que tu vois des modèles économiques qui fonctionnent mieux que d'autres, et aussi peut-être ton avis sur l'actualité, enfin le contexte financier en ce moment? C'est un sujet compliqué, le modèle économique, et effectivement on a un système de santé qui est un très beau système de santé par rapport à plein d'autres pays, qui n'est pas forcément plus favorable à l'innovation, malheureusement, où un produit nouveau dans le système de santé français, avant d'être remboursé, ça va être très long. C'est vraiment un parcours du combattant. Il y a des améliorations, il y a des choses comme Pécan, mais pour l'instant, on a du mal à les voir se pérenniser ou à voir comment ça va se passer après. Donc c'est vrai que les projets qui nécessitent forcément un remboursement, ça reste compliqué en France. Et nous, le conseil qu'on donne, ça fait toujours un peu mal de dire ça, mais c'est d'aller voir ce qui se passe dans les autres pays, notamment européens et pas forcément que européens, où il y a des pays qui sont plus favorables à l'innovation et à la prise en charge, au moins provisoire, de produits innovants ou temporaires, en attendant d'avoir des remboursements définitifs. Et quelque part, c'est faire développer son chiffre d'affaires, ses retours utilisateurs ailleurs, pour revenir plus tard en France. Alors, je ne dis pas qu'il faut abandonner, mais que ça va être très long. Et du coup, en termes de priorité de ressources et d'efforts, peut-être suivre le chemin, mais en s'assurant aussi un développement ailleurs. Tu penses à des pays en particulier en Europe ? Alors, il y a toujours ça dépend du typologie de produit, mais c'est vrai que on a des pays comme l'Allemagne où on arrive quand même beaucoup plus facilement à démarrer. L'Espagne, ces derniers temps, on voit aussi des choses qui se passent plutôt très bien. Alors surtout en santé de la femme, les Espagnols sont assez très réceptifs sur le sujet. Les pays scandinaves sont plutôt des pays assez ouverts aussi sur des produits innovants. Puis après, il y a l'Asie bouge, les États-Unis reste un marché extrêmement compliqué, mais où la réglementation aujourd'hui dans le dispositif médical est devenue plus simple qu'en Europe. Donc on a, nous, des projets, on va être homologué aux États-Unis avant d'être homologué en Europe. Après, la commercialisation aux États-Unis, ça c'est un autre challenge. Ouais, puis beaucoup de concurrence. Ouais, il y a de la concurrence, mais surtout c'est un pays qui est complexe au niveau de son organisation commerciale et qui coûte cher. Ça coûte cher de lancer un produit commercialement aux États-Unis. Il faut revoir complètement son marketing, il faut s'adapter à ce marché. Les réseaux de distribution ne sont pas les mêmes. Mais pour certains produits, ça peut le faire. Et pour certains produits, on peut trouver des partenariats, construire des partenariats avec d'autres sociétés locales qui marchent. Donc après, ça, c'est quand on est soumis au remboursement. Après, oui, on voit d'autres modèles économiques. C'est vrai que, alors, à contrario du remboursement, on a des mutuelles en France qui sont quand même assez actives et des gens qui font des choses très bien. Je pense notamment à la MGEN, en santé de la femme, qui cofinance ou qui soutient des projets comme LIV et d'autres sur des programmes assez intéressants. La question toujours, c'est à la fin, est-ce que ça va être pérenne comme solution, mais aujourd'hui, ça permet quand même d'avancer. Et puis après, effectivement, en France, on n'a pas de système de santé privé, ce qui est une bonne chose en tant que patient, ce qui peut-être complexifie un petit peu le chemin d'accès au marché, où effectivement, quand des pays où il y a un système de soins privés, on va pouvoir commencer à innover et à construire ces dossiers de médico-économiques, peut-être avec des centres privés, pour pouvoir ensuite aller sur un chemin d'accès sur les soins publics et des prises en charge dans le système public un petit peu plus tard. Merci. Et Julien, pour Lattice Médical, quel est du coup votre modèle économique et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur le développement de Matisse, par exemple ? Pour rebondir déjà sur ce que disait Cécile, mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a la chance en France, en Europe, d'avoir quand même des systèmes un peu universels de remboursement. Quand on est côté patient, c'est quand même super.
ça bloque un peu l'innovation, parce qu'il y a de la réglementation, il y a de l'administration quand même entre les deux. Moi, par exemple, un cas de figure, l'essai clinique qui est en cours sur Matisse, donc il a démarré en France, on a eu l'autorisation l'année dernière, les premières inclusions ont eu lieu en janvier cette année. Et on avait également fait la demande pour l'Espagne, mais en fait il n'y a rien d'automatique, c'est-à-dire que l'Espagne, elle fait aussi sa procédure en parallèle, et c'est vrai que des fois vous écoutez les consultants, on vous dit ouais c'est bon, ça va aller, tu l'as eu en France, non ça marche pas comme ça, il y a toujours le délai administratif de 6-8 mois, mais 6-8 mois, quand vous ne faites pas de chiffre d'affaires, c'est ce que vous cramez en trésor, donc il y a un petit peu cette réglementation, l'administration entre les deux, et en parlant de l'administration, il y a un truc qui m'avait frappé, voilà, on a forcément fait beaucoup de rendez-vous avec l'ANSM, donc l'Agence du médicament française, l'équivalent aux États-Unis qui s'appelle la FDA. Moi, je suis frappé du manque de moyens des administrations chez nous. Peut-être parce que c'est des fonctionnaires et qu'on a décidé depuis 10 ans qu'il fallait taper sur tous les fonctionnaires, j'en sais rien. Mais 3 personnes en face de nous, peu qualifiées sur le sujet sur lequel on travaille. Aux États-Unis, ils sont 14 pour le même type de réunion, avec le gars des biomatériaux, la personne qui est spécialisée sur la biocompatibilité, l'impression 3D, enfin je veux dire tous les secteurs sur lesquels on touche, il y avait un expert, 14 versus 3, moins qualifiés, moins expérimentés. Et ça, je pense que ça ralentit énormément l'accès marché et les innovations. Et je me souviens qu'on avait même écrit une lettre à la DGE pour dire il y a un plan qui va être annoncé, je crois, bientôt sur le dispositif médical, implant et robotique. Et en fait, on leur avait dit, mais l'argent, ne le mettez pas encore dans l'innovation parce qu'on en a déjà pas mal. Mettez-le dans les administrations, ceux qui évaluent, pour en fait donner envie de bosser déjà dans ces jobs-là. Les jobs réglementaires, c'est pas toujours des vocations extraordinaires, mais parce qu'on en a aussi besoin. En fait, on a besoin d'avoir des experts pour évaluer les produits, parce que plus on est entre experts, plus ça se comprend, plus ça va vite. Parce que quand on ne comprend pas, on freine. Puis on a eu malheureusement des mauvaises histoires avec le sang contaminé, avec PIP, etc. Ce qui fait que c'est toujours un peu en France en mode principe de précaution, j'arrête tout. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon message là-dessus. Et donc ça touche au modèle économique aussi, parce que finalement ça met du temps. Et derrière, finalement, quand vous accédez au marché, au début on n'a pas de remboursement, donc il y a je ne sais pas si c'est une loi européenne, mais en tout cas les patientes ne payent pas leurs implants. Hein. Vous ne payez pas votre implant. Soit c'est la structure hospitalière qui le prend en charge, ou quand c'est pris par l'État, c'est l'État qui le prend en charge. Mais il y a quelqu'un qui le prend en charge. Mais c'est jamais la patiente. Donc l'hôpital, vous connaissez la situation quand même des hôpitaux en France, mais il n'y a pas qu'en France, hein, en Europe et de façon globale. Ils n'ont pas beaucoup de moyens pour acheter les produits. Et en fait, on dépense beaucoup d'argent dans le développement de l'innovation, mais hop, ça s'arrête quand vous commencez à vendre. Et en fait, vos clients, ils n'ont pas les moyens de les acheter, soit parce que c'est pas remboursé, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà, c'est plus un message en fait là-dessus, où je trouve que le curseur, il doit être vraiment mis aussi sur ça, parce que c'est la façon dont la santé est financée aujourd'hui. En tout cas, je parle vraiment des implants et en tout cas des dispositifs médicaux un peu invasifs sur le remboursement. Maintenant, nous, sur Lattice, on a essayé de trouver aussi d'autres modèles économiques hors remboursement, parce que c'est très très long, ça nécessite d'autres essais cliniques complémentaires. C'est des millions d'euros encore à dépenser au parallèle. Donc, on trouve aussi que quand on développe un nouveau dispositif médical, et c'est ça qui aussi intéresse l'investisseur, c'est dans ce go-to-market, c'est de montrer que le produit, il va avoir un intérêt aussi sur peut-être l'acte chirurgical, le nombre de nuitées, en fait tout ce qui va faire baisser le coût global de l'intervention, sans forcément parler de la performance du produit qui se voit après, c'est hyper important. Nous, on a découvert des choses en faisant les essais cliniques, on faisait gagner du temps sur la chirurgie, et en fait tout ça, ça se valorise, et ça permet à une structure hospitalière de le prendre en charge, parce qu'en fait ça va lui coûter moins cher. Voilà, il va quand même pouvoir faire sa facturation, etc. Mais il va pouvoir le payer finalement sur sa pratique. Voilà. Cécile, tu voulais réagir ? Oui, peut-être en complément aussi sur les modèles économiques, c'est les partenariats avec les industriels, avec les gros corporates qui ont quand même une expérience beaucoup plus importante que la nôtre sur le go-to-market et le market access, et les négociations de prix et les stratégies de remboursement. Et c'est vrai que, alors, soit en global, soit dans certains pays, c'est vraiment
ça s'applique pas à tous les produits, mais je pense qu'il y en a un certain nombre sur lesquels ça peut s'appliquer, où en fait faire un partenariat avec un industriel qui lui va accompagner ce go-to-market, qui éventuellement va avoir des produits complémentaires, va se permettre de pouvoir démarrer sans forcément avoir exactement son modèle, son remboursement, mais parce qu'il y voit un intérêt parce qu'il a une gamme complète de produits, peut être un facilitateur dans un certain nombre de projets, clairement. Est-ce que tu as des exemples? Je te donne la parole. Vas-y, Julien. Parce que c'est vrai que c'est un point hyper important. Enfin, on y est aussi confronté de notre côté, soit avec des industriels, soit avec des distributeurs. C'est pas négligé, mais c'est vrai que par contre, quand vous avez du capital risque au capital, quand vous faites rentrer l'industriel en discussion, en due diligence, c'est pas toujours très très bien vu parce qu'il peut y avoir aussi une certaine prise d'intérêt. Alors, ça dépend après du contrat et de ce qu'on y met dedans, mais c'est pas très très simple. C'est pas, parce qu'en plus, si jamais vous signez avec un industriel, lui, il veut une notion d'exclusivité. Après, c'est à définir. Et cette exclusivité peut vous bloquer dans les phases de financement derrière, parce qu'elle est trop forte et elle empêche un exit. Parce que c'est aussi ça. Ça me fait penser à un autre truc que je voulais dire aussi. Le fait qu'il n'y ait pas forcément de success story aussi en France, c'est parce qu'en fait, quand ça marche, les boîtes sont rachetées. Oui. Ouais, c'est le deuxième problème, c'est qu'on n'a pas de grosses boîtes françaises et européennes. Bon, en Europe, il y en a quelques grosses, mais c'est quand même souvent des entreprises américaines et maintenant un peu plus aussi chinoises, indiennes, japonaises. Et ben, quand ça marche, c'est racheté parce que derrière, les investisseurs, ils doivent aussi remplir les conditions et ce pourquoi ils ont investi. Et ce qui est normal, en fait, on a signé pour ça. Et voilà. Mais ça, j'ai aucune solution là-dessus. Mais oui, en France, il y a la startup Sonio qui a annoncé son rachat par Samsung, le coréen, il y a quelques mois. Et Cécile, je voulais juste, est-ce que tu as des exemples? Alors oui, je pense à un exemple d'une société qui s'appelait parce qu'elle a été rachetée, qui s'appelait Fluoptics à Grenoble, dans laquelle j'étais cofondateur, où en fait on développait donc Fluoptics développe un système de guidage chirurgical par imagerie de fluorescence. Donc on vendait du capital équipement, une machine pour pouvoir venir visualiser en temps réel pendant les opérations certains phénomènes de fluorescence. Et on avait fait un partenariat aux États-Unis avec une société dont le nom ne me revient pas, mais qui était une société un peu plus grosse que nous, mais pas énorme, qui vendait des écarteurs avec de la lumière intégrée et qui permettait d'amener la lumière directement au niveau du patient et non plus par les signalétiques. Et en fait, ils voyaient vraiment un intérêt à apporter la solution de fluorescence, mais eux, ils ne vendaient pas du capital equipment, ils vendaient vraiment du pay-per-use. Donc à chaque cas, ils avaient un système positionné avec un remboursement, avec un prix. Et en fait, on a fait un partenariat avec eux où eux nous achetaient les machines et intégraient en fait l'usage de la fluorescence dans le cas opératoire. Et du coup, ne vendaient plus des machines en termes de modèle économique, vendaient un pay-per-use. Donc on a accepté d'être payé non pas à l'achat de la machine et puis plus, mais de partir sur un modèle économique de revenus récurrents. Et on a eu un super lancement de produit. On a réussi effectivement à déployer dans plein de sites, ce qu'on avait eu beaucoup plus de mal à faire tout seul en essayant d'aller vendre nos machines en étant inconnu aux États-Unis sur une techno nouvelle et une technique chirurgicale nouvelle. Merci beaucoup. Avant de prendre les questions, les questions du public, pardon, je voulais vous demander à tous les trois si vous aviez un conseil à donner. On a peut-être des entrepreneurs dans la salle qui veulent se lancer sur les innovations en santé des femmes. Eva, est-ce que tu veux commencer ? Moi, mon conseil, encore une fois, c'est sur mon domaine spécifique. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur un modèle B2C, il n'y a pas de dispositif médical avec une R&D qui n'est pas trop conséquente. Donc, dans ce cas-là, je dirais que le conseil, ça serait de se faire accompagner sur le financement, comme je disais, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de charge mentale et qui, en effet, comme on est sur un secteur Femtech un peu spécifique où il y a de l'éducation à faire auprès des gens chez qui on va chercher des financements, c'est intéressant de se faire accompagner. C'est vraiment, on se libère de la charge mentale, on va plus vite. Potentiellement, on va aussi réussir à se financer mieux, du coup avec des montants plus conséquents. Et encore une fois, là, je parle spécifiquement pour mon modèle, mais c'est de manière générale, d'ailleurs, en entrepreneuriat, donc sur un modèle B2C où il n'y a pas un développement produit conséquent, c'est de vraiment réfléchir à aller parler le plus rapidement possible à son client, à la personne qui va acheter son produit
et à ne pas oublier qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des prestataires pour développer un site internet à 50 000 euros, qu'il y a des manières aujourd'hui de faire des sites internet à moins de 1 000 euros qui sont déjà très bien et qui vont vous permettre d'aller convaincre vos premiers clients. Et ça, pour moi, c'est essentiel pour pas aller tout de suite dans la partie levée de fonds, parce qu'en effet derrière on sait qu'il y a un exit, on va devoir rendre des comptes à quelqu'un. Donc si on veut rester indépendant, moi je suis convaincue qu'aujourd'hui il y a 50% des boîtes qui lèvent des fonds qui pourraient s'en passer et qui pourraient peut-être pas aller aussi rapidement, mais du moins garder leur indépendance en faisant plus de choses eux-mêmes. Et nous, c'est ce qu'on a vraiment fait chez Sova et qui fait qu'aujourd'hui, on est totalement indépendante et on n'est pas obligé, je sais pas, on n'a pas la pression pour vendre l'entreprise d'ici quelques années, donc ça reste un luxe. Oui, c'est vrai qu'en France, et tu le disais tout à l'heure, Julien, on parle beaucoup de levée de fonds, comme si c'était la voie royale, et le fait d'avoir levé tant, ça serait une marque de succès. C'est pas forcément le cas, et toutes les boîtes ne sont pas non plus VC compatibles. Il y a plein d'autres modèles de financement auxquels on peut penser. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on vient nous solliciter. Et dis donc, est-ce que vous voulez pas lever des fonds ? Donc là, nous, c'est quelque chose auquel on n'exclut pas. On n'exclut pas totalement ce point-là. Mais la question, c'est pourquoi on leverait des fonds ? Et honnêtement, à part aller complètement disrupter le marché européen, sauf que comme on l'a dit et comme Julien le disait, l'Europe, c'est pas la France. Enfin, c'est pas parce qu'on est en France qu'on va aller en Europe facilement. Nous, c'est à peu près entre 6 mois et 1 an. Il faut redévelopper des formules spécifiques pour chaque pays, etc. Donc, à part pour aller super vite, on n'a pas de raison de lever des fonds. Et la question, c'est est-ce qu'on a envie, en tant que fondatrice, d'aller super vite ? Pour l'instant, la réponse est non. Donc, si peut-être dans 6 mois, on nous voit dans les journaux parce qu'on a levé des fonds, c'est qu'on aura changé d'avis. Mais en effet, pour l'instant, on ne voit toujours pas le besoin de lever. Merci. Cécile ? J'adore. J'ai 2 casquettes, mais j'aurais toujours la casquette d'entrepreneur avant celui d'investisseur. Et c'est vrai qu'il y a une pression à lever des fonds, enfin un modèle à lever des fonds, des levées de plus en plus grosses. Alors ce qui est important, c'est ce qu'on veut déjà faire, et il faut aller au rythme où on veut et ce qu'on sent. Donc un des conseils, c'est l'intuition. Suivez vos intuitions et suivez ce que vous avez envie de faire. C'est le premier. Mais ça fait quand même réfléchir quand c'est des fonds d'investissement qui viennent vous solliciter, parce qu'après ils ont le discours de mais nous on va vous emmener beaucoup plus loin, etc. Donc ça fait réfléchir, et en tant qu'entrepreneur on se dit ça brille quoi, on a envie d'y aller et ça va être génial. Mais je pense qu'il faut vraiment rester focus sur sa mission et ce qu'on veut profondément, après ses valeurs personnelles, ce qu'on veut pour nous et quelle vie on veut mener, parce que je pense qu'une vie en ayant levé des fonds et sans avoir levé des fonds, c'est pas exactement pareil, donc c'est des choix à faire. Et avec ta casquette d'investisseur, est-ce que tu as un conseil pour les wannabe entrepreneurs ? Le thème de la table ronde, c'était osons innover. Donc je crois que oui, il faut continuer à oser innover, surtout en santé de la femme. Il y a plein de problèmes non résolus, il y a plein d'opportunités. Il y a une très bonne, pour moi c'était un signal très positif, mais la fondation Melinda French Gates vient d'annoncer un appel à projet de 250 millions pour la Femtech. C'est quand même, pour la Women Health, pardon. Mais c'est quand même, c'est la première fois, et pour moi c'est un signal qui est quand même très fort. Donc il y a pas mal de choses positives qui se passent. D'un autre côté, avec Julien, parce que peut-être on est dans le dur, c'est aussi un domaine qui est compliqué en ce moment. Les levées de fonds sont plus compliquées, on a une réglementation compliquée. Après, voilà, je pense que les choses, il faut pas retenir ça. Il faut retenir quand même que c'est des projets de résilience. C'est pas un long fleuve tranquille et c'est des longues aventures quand on est dans ce type de développement. Mais pour autant, il faut y aller, il faut oser, il faut être professionnel. C'est vraiment et se projeter à long terme. Je pense que ce qui est très important, et ce que tu as dit, c'est pas juste... moi, je vois des gens qui me disent je me projette jusqu'à ma levée de seed ou de pré-série A ou de série A, mais en fait, c'est pas ça qui est important. C'est où est-ce que vous voulez amener le projet. Effectivement, le projet dépend de son équipe de fondateurs, et une équipe n'aura peut-être pas la même ambition ou pas le même chemin qu'une autre. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la conviction de son chemin et puis ensuite de construire son projet vers cette direction-là avec des moyens plus ou moins raisonnables, plus ou moins ambitieux, mais surtout d'assumer ce choix et d'être cohérent dans la construction et de se projeter quand même à long terme. Merci. Julien ? J'ai pas de conseil, j'ai aucun conseil miracle. Il y a pas de miracle, mais résilience, c'est nécessaire, parce que c'est jamais comme ça, hein, c'est toujours comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt comme ça, donc c'est bien. Faut être passionné, parce que justement, c'est ça qui
qui amène le reste, parce que oui, ça va être dur, de la pugnacité, il faut jamais se laisser aller. Moi, je pense que quand on commence à avoir des équipes, c'est un truc vraiment important, parce qu'en fait, c'est l'humain qui fait driver l'entreprise. Et on passe beaucoup de temps aussi, hein, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect humain de gestion de la boîte. Et en fait, si vous voulez que l'équipe vous suive, il faut aussi mettre toutes les conditions qui permettent de le faire en termes de management, en termes d'objectifs, de rémunération, etc. Et je trouve que c'est une belle opportunité dans le secteur de la Femtech Women's Health, c'est que y a un bienfait dans le projet. Et en fait, les équipes suivent. Moi, je sais que mes équipes, ceux qui ont été recrutés, il y a une question qui n'est pas une question piège, mais pourquoi vous voulez travailler chez nous? Le projet, ça me plaît, j'ai envie de faire ça, ça a du sens. Voilà. Et la Femtech, ça a du sens. Voilà. Merci, c'est pas mal comme phrase de fin. On va prendre des questions maintenant. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main. Et Virginie va vous amener un petit micro. Ah, Virginie là-bas. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention à tous et à toutes. J'avais une question concernant justement oser innover. Est-ce qu'il y a des choses en France qui existent comme des hackathons ou des choses comme ça qui rassembleraient, des personnes justement passionnées, des personnes qui ont des capacités techniques, des capacités organisationnelles, etc. Oui, très bonne question. Il y a un premier hackathon sur la santé des femmes qui va avoir lieu au mois de novembre, qui s'appelle Innover, Innove et plus loin HER, qui a lieu mi-novembre, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que les candidatures sont closes, mais allez voir quand même sur le site. Et il me semble que vous pouvez sinon quand même vous inscrire en tant que participant. Mais c'est le premier que moi j'ai vu en tout cas en France sur le sujet. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais du coup, il y a celui-là qui arrive en novembre. Il y en a plein. Hein. Enfin, dans les écoles d'ingénieurs, il y en a pas mal. Dédié santé des femmes ? Je ne sais pas si c'est santé en règle générale. Moi, je sais que par exemple, Aura Santé, donc c'est l'agence de développement sur l'île dans la santé, mais vous avez la même chose à Paris, à Lyon. Il y a des hackathons sur la santé tous les ans. Ouais. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Merci également pour la qualité de votre intervention à tous. Moi, je voulais vous poser la question de l'innovation versus la régionalisation en France et les agences régionales de santé. Quelle est votre expérience de l'innovation à travers les agences régionales de santé ? Est-ce que vous avez travaillé avec des ARS ? Non ? Cécile, peut-être ? Je n'ai pas travaillé récemment. Il y a eu, c'est un peu plus ancien, mais c'est vrai que ces derniers temps, pas trop. Ça a été un des sujets où on a réussi à faire des pilotes intéressants en région, avec des agences régionales en région. Mais en fait, et c'est toute la complexité de ce fameux accès au marché où on n'a pas réussi, malgré des pilotes positifs et concluants sur des bénéfices apportés par ces solutions innovantes, on n'a pas réussi à déployer ensuite au niveau national. Et ça a été un petit peu frustrant, malgré le fait d'avoir des expériences plutôt positives, justement, en région et des collaborations plutôt positives en région. Merci. Oui, moi, on a vécu une expérience entrepreneuriale où on a rencontré souvent le problème même d'avoir développé sur une région quelque chose qui marche et redémarrer complètement à zéro avec une autre région qui vous dit on va expérimenter alors que ça fait 4 ans que vous avez une preuve de marché, des résultats cliniques. Et ça, c'est une vraie problématique à la française qui reste peut-être un petit marché mondial. Mais... Peut-être Delphine, si tu veux en parler, je pense que le dispositif Pécan, alors ça s'adresse à certaines typologies de produits, mais qui avaient fait quand même l'objet, tout ce qui est numérique et digital, qui ont fait souvent l'objet de pas mal d'expérimentations en région. Et effectivement, le but de Pécan, c'est d'avoir cette dimension nationale. Après, Pécan reste un très jeune dispositif, donc il y a encore des points d'interrogation sur ce que ça va donner, comment ça va effectivement post-expérimentation positive être pérennisé. C'est encore un peu tôt pour... Ouais, moi j'ai pas encore beaucoup de retours là-dessus. On attend de voir effectivement ce que Pécan va donner, mais c'est encore un peu jeune pour pouvoir faire des retours d'expérience. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour. J'ai une question concernant la distribution de vos produits.
peut-être qui s'adresse moins à monsieur qu'à vous, mesdames. Est-ce que vous impliquez à un moment donné les pharmaciens dans ces innovations sur la santé féminine ? Alors, en fait, pour être référencé en pharmacie, dans notre cas, il faut être recommandé par des médecins. Donc, nous, en ce moment, on est présents sur tous les congrès, sage-femme, gynécologie, etc., pour justement développer de la prescription. Donc, on l'a déjà été grâce à nos patientes qui sont venues en cabinet avec nos produits dire qu'elles avaient eu des effets bénéfiques et ça s'est développé comme ça. Maintenant, on est sur les congrès. Je pense que la prochaine étape pour nous, c'est en effet d'aller en pharmacie. Mais le problème, c'est que le pharmacien, il demande est-ce que vos produits sont prescrits par les pros de santé. Donc nous, on l'est aujourd'hui, mais on n'estime pas encore suffisamment pour aller se développer en pharmacie, sachant que la pharmacie, c'est un gros budget. Il faut avoir une force de vente qui se développe sur toute la France, idéalement, pour le faire correctement, etc. Donc nous, on va attaquer fin 2025, en effet, le déploiement en pharmacie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. La question que j'aurais, c'est par rapport au programme France 2030 et notamment tous les tiers-lieux d'expérimentation, alors sur le numérique et bientôt sur d'autres thématiques. Quelle place auraient ces tiers-lieux pour vous aider ou en tout cas avoir une mission d'accompagnement pour les futures startups ou les futurs entrepreneurs ? Qu'est-ce qui serait attendu, on va dire, de ces tiers-lieux ? Qui veut s'attaquer à cette question ? À Lille, il y en a un, mais qui est très, très orienté numérique. Enfin, en tout cas, la vision que j'en ai, c'est très numérique. Moi, un tiers-lieu d'expérimentation, ça n'aura jamais lieu. Enfin, à moins qu'on fasse des chirurgies devant tout le monde, mais je pense que ça n'arrivera pas. Donc, mais je l'ai vu sur le numérique à Lille, et je trouve que c'est très, très intéressant parce qu'au-delà des produits, il y a aussi tout la côté de la data qu'on ne peut absolument pas occulter, même quand on fabrique des implants, dans le conseil que ça va fournir aux praticiens hospitaliers ou aux intervenants du bloc. Donc, si ces tiers-lieux permettaient en fait de faciliter en fait de l'acquisition de données pour donner des outils d'aide à la décision sur des praticiens hospitaliers, je pense que ce serait une très bonne chose. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Moi, j'avoue ne jamais avoir entendu parler de Cécile, non ? Je ne connais pas assez non plus pour pouvoir... Ouais. On n'a aucune de nos structures qui, aujourd'hui, parler de ce projet. Ça peut être bien aussi pour avoir plus de liens avec les professionnels de santé, de faire partie d'un tiers-lieu, effectivement. On va voir comment ça se développe. Nous, Femtech France, avec l'Hôtel Dieu, on avait présenté un projet. Donc à voir aussi comment tout ça évolue. Mais il y a beaucoup d'hôpitaux en tout cas qui ont un intérêt, je prends votre question juste après, pour justement plus aller sur la santé des femmes et essayer d'accompagner les innovations en ce sens. Mais c'est encore un peu lent. Une dernière question. Alors c'est une question, enfin pas tellement une question, mais on accompagne là à Rennes, donc c'est pas un tiers-lieu d'expérimentation, mais on a aussi les Living Labs qui sont un peu différents parce qu'on n'a pas le label tiers-lieu d'expérimentation avec le financement qui va bien avec. Mais l'idée est un peu la même, c'est quand même de faire se rencontrer les innovations avec justement les utilisateurs, donc qui vont être les patients, les praticiens, les aidants, etc. Et donc là, à Rennes, on est en train de structurer, donc c'est pas encore fait, hein, c'est vraiment un projet, un Living Lab autour de la santé des femmes. Donc voilà, donc je suis preneuse de toute question si vous avez. Trop bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Je vois pas trop en régie ce qui se passe. Non, c'est fini, je crois. Il reste quelques secondes, mais voilà, un petit nom. Désolée. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci à tous les trois.